Ne restez pas chez les distributeurs musicaux qui suppriment, qui take down plusieurs de vos albums sans vous demander votre avis, juste parce que Spotify le demande, parce que certains de vos albums pourraient ressembler à certaines musiques existantes, etc. Il faut boycotter, commencer à boycotter ces gens-là, d'autant plus si aucune raison ne vous est donnée, comme on va le voir dans le cas dont je vais vous parler aujourd'hui. Des albums qui ont été validés il y a plusieurs années par une équipe, et c'est la responsabilité de votre distributeur musical de supprimer des albums. C'est eux qui le font, c'est pas Spotify. Donc ça sera une des choses abordées dans cette vidéo. On verra plein de choses par rapport à l'IA, l'industrie musicale, l'industrie de la vidéo, etc., multimédia. Bonjour à tous. Alors, désolé pour la clim que vous entendez, c'est parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Vous-même, vous le savez peut-être, il fait jusqu'à 40 degrés dans certaines régions. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais elle s'adresse à tous ceux qui utilisent de près ou de loin des plateformes américaines. Voilà, il va s'agir maintenant de se battre collectivement, peut-être de faire des actions juridiques de grande ampleur. Alors, je vais vous exposer le cas. J'ai mon meilleur ami qui fait de la musique, je l'écoute depuis des années. Il est notamment chez 2 distributeurs musicaux, je vais peut-être pas les citer. Un, ça fait 8 ans qu'il est chez eux. Il a des rapports cordiaux avec eux. Et l'autre, ça fait 4-5 ans. Et je vais vous traduire d'abord le mail qu'il a reçu et ce qui s'est passé ensuite. Et on va ensuite élargir le débat sur tous les abus répétés de différentes plateformes américaines qui concernent pas seulement la musique. Et on va voir ce que ça signifie pour nous tous et quel est le virage qu'ils sont en train de prendre. Et pour moi, il y a même des signes qu'au niveau mondial, toutes ces grosses entreprises multinationales, GAFAM et compagnie, ils sont en train de jouer exactement la même stratégie que nos dirigeants, c'est-à-dire ils tentent de resserrer le filet à tout niveau. C'est pas du délire, hein, je vous expliquerai ça ensuite, et comment il va falloir qu'on résiste très activement. Moi, ça me tient à cœur, hein. C'est mon meilleur ami, c'est sa musique. Il m'a envoyé tous les dossiers et tout que j'ai scrupuleusement lus. Et il y a plein de problèmes, il y a plein de choses à dire. Alors, il y a quelques jours, son distributeur musical, donc qui distribue sa musique, hein, c'est comme un distributeur au cinéma, c'est-à-dire qui distribue votre film, votre musique sur les plateformes. Bonjour, nous vous écrivons, donc c'était en anglais, hein, nous vous écrivons pour vous informer d'un changement de politique et ou d'une mise à jour de son application avec effet immédiat qui a été mise en œuvre à la demande de plusieurs de nos partenaires fournisseurs de services numériques, DSP. Donc, c'est un mail générique informatif déjà, mais ils vous disent que ça a un effet immédiat. D'accord ? Mais ensuite, en plus, on s'apercevra qu'ils ont commencé certaines actions avant même la réception du mail générique. Donc, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque DSP, donc DSP, c'est Spotify, Deezer, etc., fonctionne selon ses propres règles de style du contenu. Distribue du contenu à plus de 200 partenaires DSP et doit par conséquent se conformer à un large éventail de réglementations sur le contenu pour garantir la conformité sur toutes les plateformes. Ces règles sont régulièrement mises à jour par les DSP et parfois les DSP sont plus stricts dans leur examen et l'application de leurs règles de style de contenu. Est responsable de s'assurer que tout le contenu livré respecte les normes les plus récentes et adhère aux mesures d'application requises par nos partenaires DSP. En conséquent, veuillez noter que le contenu suivant n'est pas acceptable. Les titres de produits, titres de pistes et versions trompeurs sont strictement interdits. Les termes de référencement SEO, tels que musique pour dormir, musique pour la concentration, chill, chill out, etc., dans les titres de produits, de pistes ou les versions sont strictement interdits. Le contenu avec des titres de produits, de pistes et des versions trompeurs sera rejeté. La resoumission d'un audio identique avec des métadonnées différentes. Cette pratique n'est pas autorisée par les DSP. La resoumission de contenu avec un audio identique mais des métadonnées différentes sera rejetée. Que se passe-t-il ensuite ? Nouvelles sorties. Les nouvelles sorties qui ne respectent pas ces directives seront rejetées comme indiqué. Catalogue existant. Nous entreprenons un audit et un examen du contenu précédemment soumis, déjà approuvé et distribué, qui pourrait enfreindre ces directives. Dans le cadre de notre audit et de notre examen, vous pourriez remarquer que ce type de contenu sera retiré d'un ou de plusieurs distributeurs en fonction des résultats de notre audit et examen afin de garantir la conformité avec ces directives. Donc, vous pourrez remarquer que ça arrivera peut-être
Voilà. Que devez-vous faire maintenant? 1. Confirmer la bonne réception de cette communication et déclarer que vous comprenez ces exigences relatives aux règles de style de contenu. 2. Confirmer par écrit dans votre réponse que vous conformerez désormais votre contenu client et vos pratiques aux exigences des règles de style du contenu. 3. Nous continuerons à travailler en collaboration et en gardant à l'esprit nos intérêts mutuels afin de minimiser toute perturbation de vos activités. Donc il s'agit quand même de perturbations probables. Donc on sort du mail générique là, puisqu'on ne sait pas ce qui va s'appliquer à nous personnellement ou pas, mon ami en l'occurrence. 4. Nous partagerons d'autres mises à jour et communications si nécessaire. Veuillez noter que nous ne serons peut-être pas en mesure de répondre immédiatement aux demandes de renseignements. Ça veut dire, ciao les mecs, on sait qu'on va recevoir plein d'appels, plein de mails, on ne sera pas là, hein, d'accord? Que pourrait-il se passer si vous ne répondez pas à cette communication et si vous ne respectez pas les exigences des règles de style de contenu? Les violations des règles de style de contenu peuvent entraîner le retrait de votre contenu client par les DSP ou donc le distributeur, le blocage des paiements de redevances, de royalties, la résiliation de votre compte et ou l'application d'autres droits et recours tels que définis dans votre ou vos accords et les conditions d'utilisation de et de nos partenaires DSP. Comment rester informé? Pour rester informé des règles de style du contenu des DSP, vous pouvez consulter les sites de chacun des partenaires DSP ou distribuent du contenu. Les règles de style de contenu pour 2 de nos partenaires DSP clés, Spotify et Apple, peuvent être consultées ici. Donc Spotify Metadata Style Guide, Apple Music Style Guide. Veuillez vous assurer que tout le contenu soumis est conforme aux règles de style des DSP, en particulier celles de Spotify et d'Apple Music. Donc sous-entendu, c'est les plus chiants, hein. Veuillez répondre dans les 5 jours suivant la date de cette communication. Se réserve tous ses droits et recours. Ce qui, juridiquement, ça ne veut rien dire, mais l'équipe de support de Alors, je m'arrête ici parce qu'on est très précis et très technique, mais je pense que ça pourrait servir à beaucoup d'entre vous, surtout que je vais traduire cette vidéo en anglais pour avoir le plus d'impact possible et partager ça à tous ceux de vos amis qui peuvent faire de la musique ou tout autre type de service, parce que je vais vous montrer en quoi ça consiste, tous les types de services en ligne. Donc, je vais vous traduire en français la réponse que mon ami leur a envoyée par mail. Il a répondu dans les 5 jours. Il a fait une courte réponse, puis il a mis la copie de ce qu'il a envoyé par lettre recommandée internationale. Il a mis la copie en fichier PDF dans le mail. Donc, à l'attention de l'entreprise, le distributeur musical, au service juridique, Legal Department, pays, voilà, date, envoyé de objet, mise en demeure concernant des retraits injustifiés et un manquement aux obligations contractuelles. Alors en anglais, ce qui marche vraiment, c'est de marquer formal notice of breach of contractual obligation. Alors c'était un peu peut-être hardcore de mettre ça, il m'a dit, parce que il n'a pas forcément envie que eux mettent fin à tout le contrat qui le lie. Il veut simplement qu'il y ait des rectifications qui soient faites. Voilà, et vous mettez votre identifiant de compte. Madame, monsieur, la présente lettre constitue une mise en demeure formelle conformément à la clause 10B de notre contrat de distribution. Oui, parce qu'il a lu tout le contrat qu'il avait signé avec eux, donc il y a quand même un contrat, hein, même si vous n'êtes ni employé, ni... Voilà, c'est une entreprise de service, de distribution, et vous avez un contrat avec eux, donc ils doivent respecter leurs engagements. Concernant vos graves manquements à vos obligations contractuelles, suite au retrait massif et injustifié d'une partie substantielle de mon catalogue musical. Donc je vous lis tout ce qu'il a écrit. 1. Exposé des faits. Sans aucune notification, alors non pas générique, mais spécifique, préalable ou individualisée, vous avez procédé et ou autorisé le retrait de 17 de mes albums, répartis sur plusieurs noms d'artistes, parce qu'il avait un nom d'artiste principal et 2 autres aussi. Donc environ 13-14 albums supprimés, même des trucs qui allaient jusqu'à 2019, qui avaient été approuvés et tout par le service de distribution. Ils remettent en cause ça. Et concernant les 2 autres alias d'artistes, ils ont supprimé tout ce qu'il y avait sur les profils Spotify. Et aussi donc des plateformes incluant Spotify, Napster et Boomplay. Donc c'est les pires. Mais il y a aussi Meta DSP, donc Facebook, ils se sont aperçus qu'il y en avait beaucoup qui avaient remis en question, enfin qui avaient take down, c'est-à-dire supprimé les albums de leur base de données.
Ces retraits incluent sans illimité les œuvres suivantes, donc sous le nom d'artiste, il y a tel UPC, tel UPC, tel UPC. Je vous conseille de mettre les UPC. Hein. Il m'a expliqué que c'est comme les ISBN pour la musique. L'intégralité des catalogues Spotify pour les noms d'artistes et qui consiste en tel UPC. Fait essentiel, dans certains cas, vous avez effectué ces retraits, les takedowns, avant même qu'ils aient envoyé le courrier générique d'avertissement le 26 juin. Donc il y a un terme anglais pour ça dont je ne me souviens plus, mais ça ressemble vraiment à Spotify. Il y a une autre grosse plateforme qui prévient tous les distributeurs, bon, vous allez me faire le nettoyage de tous les petits moyens comptes, je sais pas moi, qui font des reprises, des covers ou qui utilisent des termes SEO pour essayer de croître. Vous allez faire ça et en fait, ils commencent avec leur propre algorithme. C'est ça qui est le plus ironique, c'est que je vous expliquerai, c'est la même chose pour une autre plateforme. Ils utilisent intensivement les algorithmes et l'IA probablement pour détecter des patterns, des trucs et tout, pour scanner tous les catalogues du monde entier de musique et pour faire sauter tous les comptes qui leur conviennent pas pour X raisons. Et eux, ils vont vous reprocher indirectement, hein, pas explicitement, d'utiliser l'IA ou des choses comme ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est ça qui est vraiment ironique et extraordinaire. Donc en fait, ils avaient commencé le job, leur audit, oui, c'est ça la blague, c'est un audit, à supprimer les albums. Donc là, il a plein de preuves. Hein. Il a des screenshots. Avant même d'avoir que son distributeur lui envoie la notification d'ordre général. Et il a même pas pris ça personnellement. C'était vraiment un email qui était envoyé à tous les clients du distributeur. Donc, il s'est dit, ouais, bon, d'accord. Ah, donc, je continue. Ceci prouve que les retraits, les takedowns, n'étaient pas la conséquence d'un avertissement, mais une action préventive pour laquelle vous avez cherché une justification rétroactive. 2. Manquement aux obligations contractuelles. Vos actions constituent un manquement direct à plusieurs de vos obligations contractuelles fondamentales. Donc là, ils rappellent les clauses du contrat qu'ils ont signé ensemble à la base. Manquement à la clause 10F. 2. Défaut de notification. Cette clause vous oblige contractuellement à fournir des, je cite, efforts commercialement raisonnables pour notifier le client, c'est-à-dire nous, lui, d'une telle réclamation. Donc, ils doivent en fait représenter les meilleurs intérêts du musicien. Et si Spotify demande que, c'est à eux de représenter leurs musiciens. Mais là aussi, on se rend compte que les dés sont un peu pipés, comme quand vous avez un problème avec un expert, ah oui, ça aussi, un expert automobile ou autre, hein, et vous vous rendez compte que celui-même qui a été envoyé par votre assurance, il ne défend pas du tout votre intérêt. Hein. Bref. Donc, il marque, vous avez manqué à cette obligation. Votre courriel générique ne constitue pas un avis de réclamation spécifique pour l'une quelconque des œuvres concernées. Manquement à la clause 2C, défaut de service et de représentation. Votre devoir est, je cite, d'assurer le service auprès des DSP, en mon nom. Le fait d'accepter passivement un retrait massif, donc takedown massif, sans le contester, ou sans me fournir de justification spécifique, constitue un manquement à ce devoir. C'est-à-dire que lui, il s'en est rendu compte comment ? En allant sur Spotify pour écouter de la musique et pour regarder vite fait, et il s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Il n'a rien reçu. Hein. Usage déraisonnable de la seule discrétion. Donc ça, c'est traduction de termes américains, hein, sole discretion. Clause 10F et 13A. Votre droit d'émettre des retraits à votre seule discrétion, entre guillemets, ne prévaut pas sur votre obligation contractuelle explicite de me notifier. De plus, cette discrétion doit être appliquée de manière raisonnable. Les retraits d'albums légalement conformes et clairement identifiés, comme il avait fait des albums qui s'appellent Tribute to, le nom d'artiste, hommage à, qui sont une pratique courante du secteur, est une mesure déraisonnable et arbitraire. Application disproportionnée et abusive. Vos actions contredisent également l'équité procédurale définie par vos propres partenaires DSP. Le guide de Spotify lui-même stipule « Les propriétaires de contenu seront notifiés de toute erreur, défaut de conformité ou métadonnées trompeuses. » Donc là, c'est bien aussi de... Il a parcouru en fait tout ce qui était marqué dans le lien que leur avait donné le distributeur pour la politique de Spotify. Il faut tout éplucher ou demander à l'IA de relever les clauses spécifiques, parce que nous, on n'est que des petits particuliers, hein, on ne peut pas toujours se taper 200 pages de clauses, vous voyez, on n'est pas des avocats.
Donc l'IA aide beaucoup à ça, évidemment. C'est pour bien leur mettre à l'envers à eux aussi qui essayent d'abuser, hein. Voilà, donc c'est bien de citer des sources. Vous n'avez fourni aucune notification de ce type. Retirer des catalogues entiers pour un problème de métadonnées qui aurait pu être facilement rectifié est une mesure totalement disproportionnée et abusive. Application rétroactive non valide. Votre courriel mentionne que, je cite, « la nouvelle soumission d'un audio identique avec des métadonnées différentes est une pratique interdite ». Cette justification est invalide. Alors là, ce qu'il a fait, c'est que, comme à ce point-là, il n'est pas du tout sûr des motifs précis pour lesquels il y a eu des retraits de ces albums, il veut bien préciser qu'en aucun cas, cet avertissement qu'il a eu, trop tard d'ailleurs, ne peut être rétroactif sur son catalogue, puisque c'est des albums qui ont déjà été approuvés. Hein, c'est un terme, ça, tout ce qui est juridique, c'est comment dire, de se justifier en amont de ce qui pourrait par la suite lui reprocher. Donc, cette justification est invalide et constitue un acte de mauvaise foi pour tout contenu que votre propre équipe de contrôle qualité a précédemment examiné, approuvé et distribué. Vous ne pouvez pas pénaliser rétroactivement un contenu qui était explicitement validé par vos propres processus. S'il s'agissait d'une violation, il était de votre devoir de la rejeter au moment de la soumission, et non de l'approuver pendant des années pour ensuite l'utiliser comme prétexte à un retrait. 3. Mise en demeure de remédier au manquement. Donc c'est là qu'il faut stipuler précisément ce qu'on attend qu'il fasse. Conformément à la clause 10b de notre contrat, je vous mets en demeure de remédier à ces manquements dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente, en prenant les mesures suivantes. 1. Fournir l'avis de réclamation spécifique que vous avez reçu de la part d'un DSP pour chacun des 17 retraits, donc chacun des 17 albums, ainsi que la preuve de vos efforts commercialement raisonnables, entre guillemets, pour m'avoir notifié avant le retrait, comme l'exige la clause 10F. 2. Procéder immédiatement à la réintégration de toutes les œuvres qui ont été injustement retirées, en particulier les albums Tribute to, avec le nom d'artiste, légalement conformes, et toutes les œuvres sous les noms d'artistes et 3. Fournir un relevé comptable complet et détaillé de toutes les redevances générées par ces œuvres jusqu'à leur date de retrait et confirmer par écrit qu'elles seront intégralement versées. Ça aussi, c'est très important. Parce que, bien que les distributeurs font ce qu'ils peuvent en général, on n'est pas à l'abri de la plateforme principale qui dit non, ça c'est une violation de service, on a décidé de take down cet album, donc il n'y aura aucun royalties de reverser, parce que vous savez, il y a toujours un décalage, il m'a expliqué, de 3 mois dans la musique entre le stream et le fait qu'il soit payé. Donc, vous n'êtes même pas à l'abri de ça. Donc, il faut bien préciser ça aussi. Donc, il finit la lettre par « Ces retraits arbitraires me causent un préjudice financier direct, ainsi qu'un préjudice moral et d'image de représentation important pour lesquels je me réserve le droit de demander la pleine réparation. » Donc, implicitement, ça veut dire que vous êtes prêt à aller plus loin avec votre avocat. À défaut d'une réponse complète et satisfaisante remédiant à tous les points ci-dessus dans le délai imparti de 30 jours, je mandaterai sans autre préavis mon conseil juridique pour engager toute action en justice nécessaire afin de faire valoir mes droits et d'obtenir la réparation intégrale de tous les préjudices subis. Veuillez agréer, madame, monsieur, blablabla. Donc, je trouve ça pas mal ce qu'il a fait, parce que dans le mail, donc eux ils disaient, il a eu l'impression qu'ils pétaient un câble, quoi. Ça fait des années qu'ils travaillent avec eux, tout d'un coup il y avait ce mail qui sortait de l'espace, et vous avez 5 jours pour répondre et tout, mail générique. Donc, il s'est dit, ok, je vous réponds dans les 5 jours déjà, un court mail en 3-4 lignes disant je n'accepte pas les clauses parce que vous violez telle clause de notre contrat qu'on a signé ensemble, et il met, vous avez le détail dans la lettre PDF ci-jointe que je vous ai envoyée par recommandé international, ou encore mieux par transporteur privé, genre DHS, ou voilà. Aux États-Unis, ça fait quand même un peu plus d'effet que une lettre simple ou courrier, voilà. Alors, pourquoi c'est mieux de faire comme il a fait, dans cet ordre-là? Là, pour l'instant, il a fait quelque chose de juridique, bien solide, et derrière, il a son avocat qui est prêt à... Alors, pourquoi les avocats aiment bien qu'il y ait ça qui soit fait en amont? Parce que là, on a encore le délai de 30 jours, qui est marqué à la fois dans leur contrat, et nous, on l'a stipulé dans... Enfin, il a stipulé dans ce qu'il a marqué dans
dans la lettre, c'est-à-dire, vous avez 30 jours pour rétablir ça. Donc, ensuite, le temps qu'il en parle à son avocat, etc., l'avocat sera agréablement surpris de voir qu'il a déjà fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire répondre dans les 5 jours, mais pas de manière non professionnelle, mais au contraire de manière sérieuse, un peu juridique. Et il pourra déjà constater s'ils ont manqué à leurs obligations ou s'ils ont répondu à sa requête ou pas du tout. Et là, il sera le temps d'aller plus loin. Donc le timing est parfait. Il m'a dit, je conseille pas aux gens de, par exemple, faire appel à une, je sais pas comment ça s'appelle en américain. En gros, c'est le fait de trouver un site d'avocat en ligne, comme en France, vous savez, vous avez litige.fr et d'autres, qui sont plutôt des plateformes un peu automatisées, qui sont très bien pour faire payer des loyers ou des choses comme ça, mais pour des trucs juridiques précis comme ça, qui est un mélange de droit des affaires, mais aussi de droit d'auteur, etc., c'est des problématiques spécifiques. Ça sert à rien d'envoyer un courrier automatisé que vous allez... Alors, aux États-Unis, vous allez le payer entre 100 et $300 juste pour une lettre. Donc oui, il y aura une en-tête d'un truc d'avocat, mais il suffit que le service juridique qui reçoit la lettre vérifie sur un site ou prenne le téléphone et vérifie que, ah oui, d'accord, il a envoyé ça avec un cabinet qui fait des trucs à l'appel. Ça fait pas vraiment... C'est pas le plus sérieux du monde. Et je vous dis, les sites même français sont bien, mais pour des choses plus simples. Donc là, faut prendre un avocat dont c'est la spécialité derrière. Et au cas où, en amont, enfin vous le prévenez déjà et tout, enfin vous en trouvez un, mais en amont, vous envoyez ça. Et déjà, ça a plus d'effet de dire je vous mets en demeure de faire ça, comme ils font eux, en fait. Hein. Je vous mets en demeure de faire ça dans les 30 jours. Ça leur fout un peu plus la pression que de... Alors, soit de ne pas réagir du tout, soit de dire bon, très bien, je vais tout retirer de votre catalogue parce que je suis vexé. Enfin, voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail de certains arguments. Alors, je suis un peu dans le désordre, mais qu'est-ce qu'il a décidé, mon ami? Il s'est dit, plus généralement, je vais commencer à boycotter Spotify. C'est sa décision à lui, hein. Je dis pas que... Voilà. Chacun doit se faire son propre avis. Il a dit, je vais boycotter ça. C'est vraiment pas normal ce qu'ils font par rapport à d'autres, parce qu'on va voir que c'est vraiment abusé. Et il a réfléchi aussi. Il s'est dit, stratégiquement, il va falloir que tous les efforts que j'avais faits pour améliorer ma visibilité sur mon profil, notamment Spotify, je vais devoir le faire sur... il a pensé à Deezer, la plateforme française. Et puis toutes les autres, il n'a eu aucun problème avec iTunes Music, je tiens à les citer quand même, il m'a tout marqué. Donc il n'a eu aucun problème avec Deezer, iTunes Music, Amazon, YouTube Music, Pandora, iHeart. Enfin voilà, grosso modo, les plus problématiques, ça a été Spotify en numéro 1, Napster aussi, ce qui est quand même vachement ironique. Napster, c'était la plateforme qui était illégale, qui distribuait illégalement des MP3 avant d'être repris par le FBI. Et ensuite, ils sont devenus, je le rappelle, une plateforme bien propre et tout. C'est-à-dire qu'ils ont continué à utiliser leur nom, mais ensuite, ils ont fait payer les MP3 et tout. Donc, c'est quand même ironique que ça fasse partie aujourd'hui de ceux qui font les plus carrés et tout. Voilà. Donc Napster et aussi Boomplay. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais avec tous les autres, il n'a eu aucun problème. SoundCloud aussi, aucun problème. Donc il va clairement boycotter ceux qui lui ont posé problème sans l'avoir prévenu. Il y a aussi Meta, Meta DSP, le système de DSP de Facebook. Donc, quelques chiffres. Il m'a marqué, alors s'il ne se trompe pas, Spotify, c'est plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Presque 400 millions. Entre les utilisateurs gratuits et premium. S'il ne dit pas de conneries.
Et si on compare à Deezer, on a, à début 2025, on avait 9,8 millions d'utilisateurs sur Deezer. Ouais, mais c'est ça le prix des convictions, selon lui. Voilà, il va s'y mettre, il va boycotter les autres à vie, et il a demandé ça à son IA. C'est une excellente réflexion stratégique que beaucoup d'artistes indépendants ont aujourd'hui. La réponse courte, c'est oui, absolument. Développer sa communication et son SEO sur Deezer est non seulement pertinent, mais potentiellement très rentable, surtout si votre public cible est en France ou en Europe. Voici une analyse détaillée pour vous aider à prendre votre décision et à construire votre stratégie. Pourquoi, oui, ça vaut le coup de se concentrer sur Deezer? 1. Une base d'utilisateurs solide et engagée en France. Même si Spotify est le leader mondial, Deezer conserve une part de marché très importante en France, son berceau historique. Une grande part des auditeurs français utilisent Deezer par habitude, par patriotisme économique ou via des partenariats, par exemple avec des opérateurs téléphoniques comme Orange, Crédit Agricole, etc. En vous concentrant sur Deezer, vous vous adressez directement à un public francophone massif et potentiellement plus accessible. 2. Moins de concurrence, un océan bleu potentiel. La grande majorité des artistes et des labels concentrent 90% de leurs efforts promotionnels sur Spotify. Les playlists éditoriales de Spotify sont saturées de demandes. Sur Deezer, la concurrence pour attirer l'attention des éditeurs, curateurs de playlists et des algorithmes est moins féroce. Avec une bonne stratégie, il est plus facile de se démarquer, d'intégrer des playlists officielles et de devenir visible. 3. Des outils performants avec Deezer for Artists. Donc, ils ont fait la même chose que Spotify, donc ça existe aussi. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour l'artiste de se connecter directement aussi, de soigner, en fait, pour soigner son profil sur la plateforme, de mettre en avant certaines choses, etc., et d'envoyer des pitchs aux éditorialistes. Deezer a beaucoup investi dans ces outils pour les artistes. Deezer for Artists est aujourd'hui une plateforme très complète qui vous permet de personnaliser votre profil, analyser vos statistiques en détail, contacter les équipes éditoriales pour pitcher vos nouveaux morceaux et tenter d'intégrer les playlists officielles de Deezer, partager des highlights, etc. 4. L'importance des playlists. Tout comme sur Spotify, les playlists sont le nerf de la guerre sur Deezer. Intégrer une playlist éditoriale comme Hit du moment, Nouveauté du vendredi ou des playlists de niche, pop urbaine, indie chill, peut générer des milliers voire des millions de streams. Créer vos propres playlists publiques sur votre profil est aussi une excellente stratégie, etc. Donc ensuite, il détaille la stratégie sur Deezer. Donc il conclut en disant « Reporter vos efforts sur Deezer n'est pas un sacrifice, mais une réorientation intelligente. Vous visez un marché où vous avez plus de chances de percer, surtout en France. Donc raison de plus pour se passer de Spotify et des autres. La clé n'est pas de délaisser totalement les autres plateformes, mais de faire de Deezer votre priorité promotionnelle. » Voilà, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je parlais de la demand letter américaine. Alors, les côtés pour, c'est qu'elle sera rédigée par un avocat américain sur un papier à en-tête américain. Ça peut avoir un effet psychologique immédiat. Le contre, c'est que pour ce prix, vous aurez probablement affaire à un service en ligne, $100, une sorte d'usine à lettres. L'avocat ne prendra pas le temps d'analyser en profondeur votre contrat, etc., ou même de conduire une stratégie. C'est une action unique sans suivi. Si le distributeur l'ignore ou y répond par une fin de non-recevoir, vos $100 sont perdus et vous êtes de retour à la case départ. Alors, pour revenir un petit peu à la responsabilité du distributeur, parce que on va analyser ça en détail, bien que ce soit Spotify qui ait take down les albums, la réponse est sans équivoque dans ce cas précis. L'unique responsable contractuel dans le cas, c'est le distributeur de mon ami. La chaîne de responsabilité, vous avez un contrat avec un contrat avec Spotify. Vous n'avez aucun lien contractuel direct avec Spotify. Le rôle de le travail de n'est pas juste de télécharger vos fichiers, c'est de gérer la relation avec les plateformes en votre nom. Ils sont votre mandataire, votre représentant. Si Spotify prend une décision qui vous affecte, c'est à de vous la communiquer, de la justifier et de défendre vos intérêts. Là, ça n'a pas du tout été fait. L'audit est le piège de l'IA. Spotify a très certainement imposé cet audit à tous ses distributeurs en disant « Faites le ménage dans vos catalogues concernant l'IA, les sound likes, etc. » c'est-à-dire ce qui sonne un peu comme « Sinon, nous le ferons nous-mêmes de manière brutale. » En vous posant la question, n'a fait que répercuter la pression. Leur faute n'est pas d'avoir posé la question, mais de ne pas avoir géré les conséquences. Ils auraient dû vous informer des critères précis de Spotify avant de vous faire répondre, de vous notifier par écrit de chaque
takedown en citant la raison exacte pour chaque album. 3. Contester auprès de Spotify les takedowns qui vous semblent abusifs, notamment les tribute to. Alors, j'irai dans le détail plus tard. En ne faisant rien de tout cela, a manqué à ses obligations contractuelles envers vous. C'est sur ce point que votre avocat doit attaquer. Donc, rassemblez toutes vos preuves une fois que vous avez contacté votre avocat. Donc, votre contrat avec le distributeur, la communication où il vous interroge sur l'intelligence artificielle, j'y viendrai plus tard, vos réponses honnêtes, des captures d'écran prouvant que les albums ont été retirés de Spotify Boomplay mais sont toujours ailleurs, vos relevés de royalties passés pour prouver que ces titres généraient des revenus, la liste exacte des albums retirés, etc. Donc, avec votre avocat, rédigez une lettre de mise en demeure avant action en justice. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en premier. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est que le fait que seuls Spotify, Napster et Boomplay soient concernés sur peut-être plus de 200 plateformes renforce votre cas. Cela montre que le problème n'est pas inhérent à votre musique, sinon toutes les plateformes l'auraient retiré, ça c'est important, mais à une décision spécifique et mal gérée par votre distributeur face à ces deux plateformes. Ouais, donc ici, petite précision supplémentaire, on rappelle bien que l'auteur de la décision, c'est le distributeur qui a pris la décision de retirer vos albums. Spotify n'était que l'exécutant technique, agissant sur la demande ou à l'alerte de votre distributeur. Donc, il faut vraiment savoir qui vous a donné un coup de poignard dans le dos. Il faut s'adresser à la bonne personne. Et au niveau des flux financiers, l'argent que Spotify génère est versé à votre distributeur qui est ensuite censé vous le reverser. Votre créance, l'argent qui vous est dû, est donc envers le distributeur, pas directement vers Spotify. Votre avocat attaquera donc le distributeur pour rupture des relations contractuelles établies ou manquement à ses obligations. Alors maintenant, je vais vous donner quelques contre-arguments éventuels des arguments que eux pourraient avancer s'ils sont de mauvaise foi et comment attaquer. Donc il m'a donné ça. Donc là, c'est la clause 10F du contrat, c'est en anglais. Donc, grosso modo, le distributeur a le droit de retirer du contenu takedown s'ils reçoivent une notice of claim, une notification de réclamation, par exemple, de Spotify. Mais ils ont l'obligation contractuelle d'utiliser des efforts commercialement raisonnables pour vous notifier de cette réclamation. Votre argument à vous, vous n'avez reçu aucune notification. Ils ont donc violé la sous-clause 2 de la clause 10F. Le retrait de votre musique sans vous en notifier est une rupture directe de cette obligation. Vous pouvez exiger, conformément, je cite, à la clause 10F de notre contrat, veuillez me fournir la notice of claim que vous avez reçue de Spotify et qui a justifié ces retraits, ainsi que la preuve de vos efforts commercialement raisonnables pour m'en notifier. Ensuite, par rapport à la procédure de notification de rupture de contrat, clause 10B, votre lettre de mise en demeure n'est pas juste une réclamation, c'est l'étape formelle requise par le contrat pour établir une rupture de contrat, breach. Vous pouvez le mentionner, cette mise en demeure est envoyée conformément à la procédure stipulée dans la clause 10B de notre accord, vous donnant 30 jours pour remédier aux manquements listés. Cela montre que vous suivez le contrat à la lettre, contrairement à eux. On a noté tout à l'heure, en début de vidéo, toutes les violations qu'ils avaient fait de leur propre règlement. Alors ensuite, le rôle actif du distributeur, clause 2C. Leur rôle n'est pas passif. Le contrat stipule qu'ils doivent, je cite, « servicing the DSPs », assurer le service auprès des DSP. Cela implique une gestion active de la relation. Or, accepter passivement un takedown massif de Spotify, c'est-à-dire 17 albums, sans vous notifier, sans contester et sans vous fournir de justification, n'est pas assurer le service, entre guillemets. C'est un manquement à leur devoir de représentation du service tel que défini dans le contrat. Ensuite, ils peuvent aussi vous parler du droit de retrait à leur seule discrétion, entre guillemets. En anglais, c'est in its sole discretion. Clause 10F 13A. Alors, leur défense à eux, ils pourraient nous dire « Spotify nous a fait part d'une suspicion générale de violation de propriété intellectuelle concernant l'IA, l'intelligence artificielle, en vertu des clauses 10F et 13A. Cette simple suspicion nous donne le droit à notre seule discrétion de retirer votre contenu pour nous protéger. » Alors, notre contre-argument, ça pourrait être « La seule discrétion pour le retrait ne les exonère pas de leur obligation de notification stipulée dans la même phrase, clause 10F2. C'est un point crucial. Leur discrétion sur l'acte de retrait n'annule pas l'obligation de procédure, la notification. De plus, la suspicion doit être raisonnable. Retirer des albums qui s'appelaient Tribute to, par exemple, je vais donner un exemple, Michael Jackson, qui sont légaux et clairement identifiés comme tels, dépasse largement le cadre d'une suspicion raisonnable. Ensuite, vous avez aussi le droit de mettre fin au contrat à tout moment. Alors, leur défense à eux, ils pourraient essayer de transformer ce litige en une simple terminaison de contrat.
C'est-à-dire finalement dire bon bah puisque vous faites chier, on va terminer le contrat qui nous lie. Donc vous, bah ça supprimerait tous vos profils sur tous les DSP. Alors, votre contre-argument à vous. Premièrement, ils ne vous ont pas envoyé de written notice, de notification écrite de terminaison. Deuxièmement, même s'ils terminaient le contrat aujourd'hui, cela ne les libérerait pas de leurs obligations passées. Vous payez les royalties dues jusqu'à la date de retrait et justifiez les manquements qui ont eu lieu pendant le contrat. La terminaison n'est pas une absolution. 3. Votre garantie et obligation d'indemnisation. Ah, alors eux, ils diront que leur action visait à se protéger contre une potentielle violation de votre part de la clause 15A, qui est la garantie contre l'infraction de droit, et que cela a déclenché leur droit de suspendre les paiements et de retirer le contenu en vertu de la clause d'indemnisation 11B. Vous, votre contre-argument, c'est que vous n'avez violé aucune garantie. Vous êtes le propriétaire légitime de vos œuvres. Leur action préventive était disproportionnée, non justifiée par une réclamation réelle et surtout menée en violation de la procédure de notification contractuelle 10F. Alors, on va un petit peu parler du contexte de ce qu'avait sorti mon ami. Il y avait peut-être ces 4-5 derniers albums où, alors vous allez voir comme le truc est pervers. Son distributeur, il y a 2-3 mois, donc ce distributeur-là, lui avait demandé est-ce que vous pourrez nous dire maintenant, à chaque nouvelle sortie, il y a plein de renseignements à donner, est-ce que vous avez utilisé l'IA un peu, beaucoup, passionnément à la fois pour l'image de l'album et à la fois pour le contenu musical. Alors, il s'était dit, de toute façon, moi je vais être honnête, je suis toujours transparent, mais qu'est-ce que ça pourrait cacher ce truc ? Parce que très souvent, vous vous apercevrez que commercialement, surtout avec les Américains, quand vous êtes honnête et transparent, en général, malheureusement, ça vous retombe dessus. Donc, lui, il a commencé parce que au tout début, en fait, il a toujours fait de la musique par lui-même et tout, mais au tout début des premières IA, vu qu'il n'y avait rien de prévu par son distributeur, c'est un peu, ils découvrent tout d'un coup, ils sont en retard, et puis tout d'un coup, ils se mettent à violemment réagir, un peu comme l'administration française, alors que pendant des années, ils étaient au courant de rien. Bref. Au tout début, il a commencé, par transparence, à mettre qui est l'interprète. Lui avec son nom d'artiste, virgule, Audio AI, ou l'autre concurrent, là, qui sont des services d'intelligence artificielle pour la musique. Par exemple, lui, il faisait ses lignes de basse avec l'IA, dans un style particulier, et ensuite il construisait tout son morceau autour, puisqu'on a la possibilité, avec certains, de pouvoir exporter ensuite par stem, c'est-à-dire, il m'a expliqué, par exporter les pistes en fait générées par l'IA par instrument. Donc vous pouvez ne pas avoir tout un morceau entier en fait. Donc lui, il faisait ses lignes de basse, et ensuite il construisait son morceau autour. Donc, au début, il était super honnête parce que personne ne lui avait rien demandé. Il disait les interprètes du morceau, c'est moi et telle IA. Ok. Donc, franchement, il était super transparent. Et ensuite, quand le distributeur leur a demandé de remplir des formulaires à chaque fois, il disait oui, il y a un petit peu d'IA dans le contenu. Mais on ne leur demande pas précisément quoi. Et au début, quand il a regardé tout ce qu'ils avaient fait sauter de Spotify, il s'est rendu compte que déjà, il y avait tous ces albums où il avait utilisé un peu d'IA. Or, l'IA, ça n'est pas illégal en soi. Il faut bien que vous reteniez ça. Et faudrait-il encore qu'ils justifient, eux, le takedown de ces albums. Mais ensuite, il est allé plus loin dans les dates. Il s'est rendu compte qu'il avait des anciens albums, donc là, on remontait à 2-3 ans, qui s'appelait donc Hommage à tel artiste, Hommage à tel artiste. Alors des fois, ce qu'il faisait, c'est qu'avec un autre distributeur, il payait le droit de faire une reprise d'un morceau, donc tout était clearé, tout était payé, et il y avait marqué compositeur, Michael Jackson, machin truc, et tout était réglo. Et alors ces albums-là, de ce distributeur-là, ils n'ont pas du tout été remis en question, mais avec l'autre distributeur, toujours le même dont on parle, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces albums, à part le fait que c'est hommage à tel artiste. Et c'est bien marqué sur la pochette, il n'y a rien de misleading, il n'y a rien de trompeur.
Et les noms des titres, c'est des morceaux originaux. C'est lui qui a tout écrit, dans le style 2. Il n'y avait pas d'IA. Ça, ils les ont enlevés aussi. Donc, quel est le motif? Quel est le motif? Et il est remonté encore plus loin et ils lui ont enlevé des trucs jusqu'en 2019 sur Spotify et donc certains autres, donc Napster et tout. Des albums de 2019 pour lesquels il n'y a aucune justification. C'est-à-dire, l'image de l'album a été créée par lui. Dans certains cas, il avait réorchestré certaines œuvres de musique classique qui étaient dans le domaine public, en mentionnant clairement, vous savez, quelle était l'œuvre, c'est-à-dire BWV avec tel mouvement, etc., pour Bach, par exemple. Donc, il a halluciné. Ils ont retiré 17 albums de son catalogue, et c'est quelqu'un qui a environ 15 000 auditeurs par mois, c'est-à-dire, c'est pas un très gros, mais c'est pas petit non plus, quoi. Et au niveau implication, lui, il s'est dit, mais de toute façon, ça fait plusieurs années que j'observe leurs faits et gestes, et puis forcément, moi, avec ce que je lui dis en termes de conspiration, etc., on se rejoint parfaitement. Je vais essayer de vous faire un résumé de ce qu'il m'a dit et de ce que je pense, moi. Il m'a dit, il me semble évident que Spotify et d'autres plateformes, ça devient assez chaud pour eux. Je pense qu'ils gagnent peut-être... Alors, c'est pas parce qu'ils ont un nombre d'utilisateurs qui se développe que leurs marges sont correctes. Ils sont peut-être très endettés, on ne sait pas. Par exemple, il s'est aperçu qu'au début, il payait son abonnement Spotify 9,99 € à titre personnel. D'ailleurs, moi, ce que je fais en solidarité avec lui, là, je vais vous montrer. Je me désinscris définitivement de Spotify et de mon compte personnel avec lequel j'écoutais des musiques. Et je crois que je vais aller chez Deezer et puis chez SoundCloud. Ça va être très très bien. Voilà. Alors, je vous encourage pas du tout à faire la même chose, hein. C'est mon avis à moi. Donc, au moins Deezer, ça sera français. Ils ont un peu des pubs de merde, je trouve. Mais c'est pas grave. Le son est d'aussi bonne qualité, voire mieux que sur Spotify. Et le catalogue est bien aussi. Donc, ciao les mecs. Ça, c'est déjà une première chose de faite. Donc, il m'a dit au début, l'abonnement était de 9,99 € et puis progressivement, il avait un abonnement individuel. Aujourd'hui, il paye 12,99 € ou 13, je ne sais plus. Donc, oui, ils font augmenter le prix de l'abonnement. Alors, là aussi, hein, en droit français, c'est complètement illégal, comme plein d'autres choses d'ailleurs. Vous avez un renouvellement automatique de votre abonnement et sans notification préalable, je crois, votre abonnement augmente comme ça, alors que vous devriez recevoir normalement un avenant au contrat de base qui vous lie au contrat initial, quoi, qui vous lie à l'entreprise de service. Bref. Donc, ils augmentent perpétuellement leur abonnement. Pour lui, c'est pas très bon signe, il m'a dit. Et il m'a dit aussi, il a lu plein d'études sur le trafic de Spotify et tout. À une époque, je vais essayer de vous retrouver les sources, on disait que Spotify pouvait être lié de près ou de loin avec certains artistes mystérieux, que ça soit suédois. Alors oui, il y a des Finlandais, des Suédois qui font des trucs pas clairs, on dirait qu'ils sont potes avec Spotify. Il y avait aussi l'histoire de Rainfruit Sounds, tous ces sons de pluie, vous savez, avec les mecs qui abusaient, ils avaient des millions d'écoutes, ils faisaient des sons de pluie, mais pendant 30 secondes et tout, et donc... Le son était juste suffisamment long pour qu'il soit payé. Et les gens, quand ils écoutent des sons d'ambiance, des sons de pluie, ils veulent un truc de 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Et eux, qui apparemment, ça avait été prouvé que... Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas du tout punis par Spotify, qui savait très bien ce qu'ils faisaient pendant des années. Les mecs mettaient des playlists de sons de pluie, de trucs de 30 secondes. Comme ça, ils étaient payés à chaque fois. Au lieu de... Et en fait, la personne écoutait pendant 1 heure ou 2 sans s'apercevoir qu'il y avait des ruptures dans le son. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tout ce type de trafic. Et des gens comme ça, il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout interdits ni punis par Spotify. Au contraire, ils sont dans des milliers de playlists, ils ont des millions de vues. Il s'est même aperçu que certains artistes, notamment dans la musique fantasy, ils créent plein d'alias différents. C'est-à-dire un seul mec qui crée 30 noms d'artistes différents.
Il fait des playlists tournantes, en fait, en faisant croire qu'il y a plusieurs artistes, sauf que c'est lui qui est derrière tous. Il prend le distributeur et il s'est toujours demandé comment le mec avait autant de streams, quoi. Probablement qu'il fait bien les choses avec des machines à stream, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas de complicité des plateformes à un certain niveau. Parce que il m'a dit, quand vous êtes un petit et que vous passez par des services payants qui vous rajoutent un peu de stream, etc., en général, vous vous faites repérer tout de suite. Et il m'a dit ça par expérience. C'est pas lui qui le faisait, mais c'est tous les retours qu'il avait de sa communauté. Mais bizarrement, il y a des gros qui restent, en fait, et qui n'ont jamais aucun problème. Lui, il a regardé leur catalogue, là, et malgré les mesures prises par Spotify et d'autres récemment, de tout ce qui est, alors, misleading, trompeur, c'est-à-dire des titres trompeurs, par exemple, c'est faire croire que, par exemple, mettre GoldenEye Soundtrack pour votre album, alors qu'en fait, c'est des reprises de la musique du James Bond GoldenEye, et voilà, ça c'est trompeur. Ou par exemple, créer un visuel qui nous fait croire que c'est la bande-son officielle du James Bond. Voilà. Mais rien de tout ça, lui, mon ami, ne l'a fait. Les autres critères, c'était quoi? Sound-alikes. C'est-à-dire en français, des choses qui sonnent comme. Mais alors là, il faut être très précis juridiquement, parce que on peut virer d'office peut-être les 3/4 du catalogue musical de toutes les plateformes à ce moment-là. On peut dire que Bach s'est inspiré très fortement de Vivaldi à une époque. On peut dire que Wendy Carlos, vous allez me dire, lui, il n'a jamais accepté d'être sur la plateforme Spotify. Il y a des artistes comme ça que vous ne retrouvez pas. Il a bien fait de boycotter dès le début. Wendy Carlos, qui jouait en 1968 Switched on Bach avec un synthétiseur, c'est Sound-alike. Ah oui, c'est sûr que ça ressemble à Bach, mais en même temps, il le notifie. Et Bach est du domaine public. Donc vous avez le droit de reprendre des musiques du domaine public si c'est votre interprétation. Je veux dire, Spotify, il faudrait qu'il y ait des class actions contre eux, et aussi contre Napster et Boomplay si c'est éprouvé, aussi, des class actions, et que les gens disent, attendez, là vous êtes en violation même du droit international, on a le droit de commercialiser des œuvres, nos propres interprétations du domaine public. Sinon, vous enlevez aussi tout le catalogue de musique classique contemporain. Après, c'est quoi le critère? Est-ce que c'est parce qu'on ne touche pas aux gros qui sont chez les maisons de disques? Par contre, tous les petits, c'est-à-dire des gens qui sont à leur compte, ils n'auraient pas le droit de reprendre des œuvres du domaine public. Mais par contre, si c'est Naxos, Deutsche Grammophon, les concertistes, ils ont le droit de jouer du piano, d'enregistrer une œuvre de Bach, mais pas les gens comme nous. Quel est le critère? Sound-alikes, donc des sons qui ressemblent à. On peut aussi virer toute la musique qui s'appelle la musique de librairie musicale, c'est-à-dire qui a été conçue depuis les années 60, 70, 80. Toutes les musiques, en fait, et je rappelle que des groupes même comme Two Steps from Hell, ils ont démarré comme ça aussi. À la base, ils écrivaient des musiques pour un label de librairie musicale. C'est-à-dire, par exemple, toutes les musiques qui sont utilisées dans des vidéos YouTube ou dans des films, etc., mais qui ne sont pas accessibles forcément dans un catalogue grand public. C'est des musiques qui sont spécialement utilisées pour aller dans des projets multimédia ou audiovisuels. Et donc, certains groupes ont commencé comme ça. Et il y a eu aussi toutes les musiques de librairie musicale. Par exemple, les musiques de supermarché dans les années 70 aux États-Unis, où on leur demandait de sonner comme tel artiste, mais de manière instrumentale. Genre, tu vas nous faire un truc genre Stevie Wonder et tout. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont supprimer tous ces gens-là aussi? Probablement pas, parce que tous ces gens-là faisaient partie de l'ancien monde, l'ancien système, c'est-à-dire faisaient partie de labels, les gros labels. Parce qu'en fait, on se rend compte que, et là j'apporte mon expérience personnelle à celle de mon ami musicien, parce que moi j'écoute énormément de musique et je connais très bien, comme vous le savez, les labels de librairie musicale comme KPM et d'autres, en fait, on se rend compte que c'est des sous-filiales d'Universal, de machin, de trucs. Donc tout ça,
Ce sont des labels en bonne et due forme. C'est l'industrie musicale occulte, opaque, dont on a toujours entendu parler depuis des centaines d'années. Et d'ailleurs, il y a 2 poids 2 mesures aussi en ce qui concerne, j'en parlais tout à l'heure, les faux streams. Donc, un petit rappeur qui a, je sais pas moi, 5000 followers, qui a le malheur d'acheter 1000 streams pour booster un peu sa sortie, il va se faire en général repérer très vite, enfin surtout sur Spotify et Deezer. Alors qu'il est connu, je vais vous sortir aussi des articles là-dessus, il est connu que certains, on va pas les nommer, hein, certains gros labels musicaux, américains notamment, ils se rapprochent le plus possible de leur propre ferme de streaming qui sont utilisés, ils revendent même des services à d'autres, etc. C'est-à-dire que là, en gros, ils ont, je sais pas, 50 dans ces trucs, ces bâtiments, ils ont 50 000 smartphones qui tournent en permanence et qui écoutent les morceaux de leur propre catalogue musical. Voilà. Et ils vendent même ces services à d'autres. Donc ça, c'est les plus sérieux parce que c'est pas du tout repéré. Alors, là aussi, c'est un jeu de dupes. Hein. Est-ce que Spotify n'est pas du tout au courant que ça se passe? Ou est-ce qu'ils savent très bien, mais ils ferment les yeux? Après, c'est vrai que ce genre de label, on a eu des témoignages de rappeurs, hein. Je vais vous les retrouver en visuel. Ils font en sorte que les patterns soient pas détectables trop par l'algorithme. Hein. Voilà. Bon, faites attention les mecs, tricher, mais il faut pas que ça se voit trop, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des fermes de streaming. Ils prennent plusieurs smartphones, ils les automatisent, et chacun a un profil différent. Donc, chacun aura un identifiant différent, une IP différente, un compte premium différent pour écouter les morceaux et tout. Alors que certains autres systèmes moins qualitatifs de faux streams, ça va être par exemple des bots automatisés dans des trucs russes et tout, qui, en fait, on va s'apercevoir que ça provient, que tout provient d'un même groupe d'adresses IP ou de proxy tournant. Alors non, proxy tournant, c'est ce qu'il y a de mieux, je crois, mais de VPN, de trucs comme ça, avec toujours les mêmes adresses IP qui sont blacklistées. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils vont détecter que, tiens, du genre c'est bizarre, il y a des streams de plein d'artistes différents qui viennent de tel endroit en Russie ou tel endroit en Espagne, d'un petit immeuble. Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre. Mais les gros labels font la même chose, mais ils sont plus malins. Là justement, ils ont des proxys tournants, des trucs comme ça, VPS, je sais plus comment on dit. Voilà, donc il y a 2 poids 2 mesures. Donc jusqu'où en fait ils vont supprimer tout ce qui ressemble à, ou est-ce qu'on va dire à Richard Klederman, je sais même pas s'il est vivant ou pas, ce que vous avez joué dans les années 70, ça ressemble quand même beaucoup à tel artiste classique. Hein. On va vous faire sauter tous vos albums. Mais non, bizarrement, ça n'arrive pas. Parce que c'est le système, c'est l'industrie musicale. Mais vous, si vous êtes quelqu'un à votre compte, vous ne faites pas partie de ça. Et justement, là, on s'est mis d'accord avec mon ami là-dessus, on pense que ça fait partie d'un plan concerté, conspiration, je sais pas, on va se faire insulter par les fact-checkers, mais il y a bien un plan, on se rend compte ces dernières semaines, ces derniers mois, que autant au niveau gouvernemental en France, autant au niveau des mesures qui sont prises, autant au niveau des conditions générales de vente, de beaucoup de multinationales américaines et tout se resserre comme un étau. C'est-à-dire vous avez de moins en moins le droit de faire des choses. Il y a des choses bizarres qui se passent aussi. J'avais déjà dit sur des plateformes comme eBay ou Microsoft Outlook, quand vous vous connectez, on vous dit est-ce que pour l'instant vous voulez passer la reconnaissance par empreinte digitale ou par truc biométrique? Implicitement, ça veut dire profites-en tant que tu peux te connecter normalement, parce que très bientôt, sous faux prétexte de sécurité, parce qu'il y a plein de hackers dans le monde, eh bien, pour accéder à ton compte eBay ou ton compte bancaire ou ta messagerie Outlook, il faudrait que ça soit tellement sécurisé qu'il faudrait que tu mettes ton empreinte digitale. Ouais, mais sauf que le problème, je l'ai déjà dit, là je sors un peu de la problématique de début, mais ça a un rapport. Toutes ces entreprises américaines qui mettent
vos données biométriques ou autres sur des serveurs américains, c'est extrêmement problématique. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ensuite de ces données? C'est ça le truc. Enfin, ça vous le savez. Et on croit quand même, avec mon ami, là, on croit repérer que ils essayent de refermer de plus en plus le clapet autour de nous. Alors, pas seulement nous, les méchants complotistes, mais aussi le peuple. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Je pense pas. Mais moi, j'observe d'autres mouvements qui sont assez inquiétants. Par exemple, Stellantis, le groupe automobile. Moi, dans ma tête, j'en étais resté à voilà, Stellantis, PSA, Stellantis, Peugeot. Ils ont fait une union pour. Ils se sont regroupés dans la même entité. Mais non, pas du tout. En fait, tu regardes aujourd'hui Stellantis, il y a plus de 15 marques de voitures du style Vauxhall, Opel, le groupe PSA, Fiat, Chrysler. Enfin, le truc est monstrueux. Et en fait, ce qui se passe, et là où c'est inquiétant, c'est que ça se passe en temps de crise. C'est que moins les affaires sont bonnes pour eux, quand même, il faut le dire, hein, c'est progressivement de moins en moins bon que ça n'a été avant. Ils en profitent, eux, pour racheter des plus petites entreprises qui étaient en difficulté, et ils en profitent, eux, pour grossir. C'est un terme, ça, en économie, c'est-à-dire grossir pour survivre, en fait. Mais le problème, ce qui est très dangereux, c'est qu'on finira par avoir 5 ou 10 multinationales ou consortiums, dont un qui s'occupera de toute la bouffe, tous les produits chimiques sur Terre. On a quand même des gros exemples avec Bayer qui a racheté Monsanto. Enfin, on a plein d'exemples. On aura une banque mondiale qui s'occupera de tous les comptes. Il y aura peut-être une banque mondiale pour les pauvres, une banque pour les riches. Ensuite, il y aura un consortium de 50 marques de voitures qui s'occupera de toutes les marques de voitures. Le problème, c'est que, de façon évidente, on se rapproche de leur nouvel ordre mondial. Enfin, celui, en tout cas, des industriels et du complexe militaro-industriel, du capitalisme, etc. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui se passera quand il y aura des vices de fabrication, etc., du genre... là, j'ai vu, justement, Stellantis doit rappeler 250 000 véhicules. Donc pour l'instant, ils le font parce qu'il y a encore des tribunaux internationaux et il y a encore de la concurrence. Mais quand les Hills auront tout, enfin, quand ils seront propriétaires de tous ces grands groupes, qu'est-ce qui se passera? Si vous avez quelque chose à dire, on vous dira, mais ferme-la. Travaille, consomme et ferme-la. Ta voiture a un problème sur un airbag? Non, mais c'est faux. De toute façon, on va embaucher une armée de 50 avocats et toi, tu seras tout seul pour aller te défendre. Donc nous, de toute façon, comme nous sommes l'offre et toi, tu es la demande, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Eux, il y aura une seule offre et de multiples demandes. Donc en fait, vous n'aurez plus le choix. C'est ça le danger. Et parallèlement à ça, on a tout ce mouvement de l'intelligence artificielle qui, donc, dans les clauses aussi de son distributeur ou de Spotify, alors non, il n'y a rien de marqué explicitement par rapport à l'IA, mais il s'est rendu compte aussi que... Alors là aussi, il se protège de quoi? Qu'est-ce qui est misleading? Il n'y a rien de trompeur. Tu peux créer un morceau, si tu as l'oreille absolue, tu vas reproduire exactement les notes d'un morceau que tu as entendu une fois il y a 5 ans, et sans même le savoir. Qu'est-ce qui sera plus trompeur que si tu utilises une IA qui, elle, a ingurgité tous les contenus dans le monde pour faire quelque chose qui ressemble à... Je sais pas. Donc bref, on voit bien que dans l'industrie musicale, ils prennent tous les prétextes pour resserrer l'étau, et en fait, on pense que... Ils font de moins en moins de profits parce qu'on pense que ça fait des années qu'ils créent des faux streams, notamment avec tous les rappeurs et tout. Et on pense aussi que l'affaire P. Diddy, ça les met en difficulté de façon évidente. Parce que qui dit P. Diddy dit Jay-Z, Beyoncé et tous les autres. Et probablement aussi qu'il y avait des scandales de faux streams et tout. Et probablement que les affaires genre P. Diddy, ça va révéler plein d'autres choses structurelles.
Et donc, ouais, ils se sentent mal, quoi. Et ils préparent leurs arrières. Peut-être qu'ils préparent aussi, ils veulent récolter un maximum de fric pour faire face à des problèmes juridiques qui seront plus grands que nos petites affaires à nous. Et peut-être qu'ils envoient des directives aux distributeurs musicaux en disant, bon, nous, on reverse trop d'argent. Parce qu'en fait, quand tu payes un abonnement Spotify ou autre 12 € par mois, c'est pas du tout par rapport à ce que tu écoutes. Ça, je l'ai déjà dit aussi. En fait, il se base par rapport aux charts, que ce soit le top 10, top 40, top 50, j'en sais rien, des gens qui sont globalement le plus écoutés. Et en fait, ils vont reverser l'argent, les royalties, selon ce qui est le plus écouté dans le monde. Donc toi, si tu écoutes seulement des artistes obscurs, en fait, il n'y a qu'une infime part qui va aller à ces gens-là, indirectement. Et la plupart des revenus, ça va aller engraisser les labels qui sortent les gros artistes. Donc, oui, c'est vraiment un combat mondial qui se passe entre les petites gens, les gens normaux comme nous, et ceux qui veulent maintenir cet ancien système des choses, mais vraiment le pire de l'ancien système, c'est-à-dire ce capitalisme outrancier et surtout pervers, les techniques qu'ils utilisent. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, on vous demande si vous utilisez l'IA ou pas. Ah, t'as répondu oui. Ah ben, du coup, c'était la mauvaise réponse. En fait, on va tout supprimer, y compris ce que t'as fait il y a 10 ans, qui n'avait pas du tout d'IA, mais bon, c'est pas grave. Et je voulais parler aussi, moi, de l'expérience que j'ai eue avec des sites comme Pond5, Shutterstock, etc. C'est-à-dire les sites où, pour un projet audiovisuel, multimédia, vous pouvez acheter des photos, des vidéos, de la musique, libre de droit, entre guillemets. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais vous achetez du contenu pour pas être emmerdé. En fait, vous payez le droit de l'utiliser. Et moi, ça fait très longtemps que je m'étais pas mal de séquences vidéo, des trucs aussi que j'avais pris avec mon appareil photo, etc. Et que je vendais des trucs avant. Et j'ai vu petit à petit tout ça changer. C'est-à-dire que depuis 2020, les revenus ont drastiquement baissé. C'est-à-dire on voit bien que les gens achètent moins en moins de choses. Ils investissent de moins en moins dans... Mais même pour les grosses boîtes qui font des documentaires, hein, que ce soit, je sais pas si Arte, mais même tous les autres, ils dépensent de moins en moins, en fait, ils recyclent tout ce qu'ils ont déjà. C'est-à-dire, quand ils vont faire un documentaire sur tel nouveau sujet, en fait, ils vont aller piocher dans leurs anciennes banques vidéo, etc. Plus que d'acheter de nouveaux contenus. Et petit à petit, les plateformes se sont rendues compte qu'on vendait de moins en moins de trucs, tous. Et que ils nous ont proposé, ils nous ont dit, là aussi c'était très pervers. Au début, ils mentionnaient pas vraiment l'intelligence artificielle, mais moi j'avais regardé toutes les clauses du nouveau contrat et il marquait en tout petit, il y avait plusieurs dizaines de pages, il y avait marqué: nous nous réservons aussi le droit d'utiliser les métadonnées de vos contenus et vos contenus pour alimenter des IA. Et ça, c'était, je me souviens, avant qu'il y ait les IA génératrices d'images. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, il y a quelques années. Et donc, moi, je m'étais dit, ah, il y a tout, mais ok, il y a aussi l'IA. En fait, ils essayaient d'enrober tout ça pour cacher le fait que le truc principal, ça serait l'IA. Alors, je vais vous expliquer. En fait, ils nous proposaient des revenus. Comment ça s'appelait ? En fait, c'était des revenus mensuels ou annualisés. Mais c'était des bons revenus, hein. Des fois, j'avais des chèques de $250 comme ça, juste parce que ils avaient considéré que j'avais des bonnes métadonnées, c'est-à-dire des bons mots-clés qui correspondaient vraiment à ce que je vendais, c'est-à-dire telle image, telle séquence vidéo, etc. Et en fait, ils te payaient pour avoir des packs de métadonnées. Et en fait, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Soi-disant, c'était anonymisé, mais en fait, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils nourrissaient toutes les IA génératives. Et le pire, c'est ce qui s'est passé après, c'est que, je vais aller vérifier là, je vais vous montrer des screenshots pour pas que je dise de conneries, mais il m'a vraiment semblé, ensuite j'ai lâché l'affaire, mais que alors déjà il y a Shutterstock qui a racheté Pond5, si je dis pas de conneries. Shutterstock, les plus hypocrites,
Eux, ils ont toujours dit, nous n'acceptons pas de contenu d'IA. Donc même si tu fais des belles images photoréalistes et tout, que tu as fait avec une IA, on le détecte, et en fait, on te rejette ton contenu. Le plus hypocrite, c'est que eux-mêmes, ils ont, depuis cette époque, fait leur propre générateur. Aujourd'hui, si tu te connectes sur ces plateformes, ou même celle de Adobe et tout, ils ont leur propre IA, bah oui, qui s'est entraîné avec tout notre contenu humain, en fait, et qui nous a payé des maigres redevances pour, en fait, avoir le droit de... Mais juridiquement, franchement, ça mériterait des class action, hein. Il y aurait beaucoup de gens là-dessus. Franchement, leurs termes juridiques sont beaucoup trop flous. En fait, on pourrait les faire chier en leur disant, mais qu'est-ce que vous achetiez exactement, précisément, qu'est-ce que vous avez fait de mes métadonnées à moi dans le processus de nourrir telle IA? Donc, ils avaient l'hypocrisie de dire, nous, on veut pas de contenu avec IA parce que ça noie tout, et finalement, ben, ça fait baisser les prix, hein. Donc, voilà. Par contre, nous, on se réserve le droit, en fait, on collecte vos données, et puis plus tard, on va ne plus accepter, en fait, même les contenus humains, et on va vous proposer notre propre IA générative. Donc, vous payez 50 € par mois, et vous pouvez, avec notre outil, générer des images photoréalistes qui font que... Vous voyez le truc pervers et hypocrite. Et je pense que de plus en plus, il va y avoir des différences, c'est-à-dire qu'il dit, sur notre plateforme, il n'y a aucun contenu IA, et nous n'en proposons pas non plus. Donc, ça met en valeur le contenu humain. Et je pense qu'il y aura de plus en plus un fossé entre les deux. Voilà, il faut faire un choix à un moment donné. Mais voilà le mouvement général qui est fait. Et je pense qu'en termes de musique, hein, on a parlé de Spotify, Napster, Boomplay, qui abusent, qui sont vraiment abusifs et qui, même juridiquement, leur truc ne tient pas. On a démonté point par point au début toute la problématique qui était celle de mon ami. Ils essayent de resserrer les taux pour les petites gens. Est-ce que c'est pour les dresser? Est-ce que c'est pour que les petites gens finalement se découragent et se disent « Ah oui, non, vraiment, je vais tout laisser tomber, j'en ai ras-le-bol, ben, j'irai faire mes courses que chez Walmart. » Et j'essaierai plus de me débrouiller à mon compte, je travaillerai comme un esclave, je serai salarié pour une grosse multinationale et puis je n'aurai rien, je serai heureux. Donc, est-ce que c'est ça vraiment leur projet? Mais là, on sort vraiment du, comment dire, du complot ou de la spéculation. Là, c'est vraiment ce qu'on observe. Nous, tous qui utilisons chacun certaines de ces plateformes de services et tout, on observe le même étau qui se resserre autour de nous et pareil au niveau gouvernemental, comme par hasard, ils s'occupent de réguler là, les réseaux sociaux qui vont interdire à certains. Ils s'occupent aussi des complotistes, c'est-à-dire on n'aura plus le droit de dire quoi que ce soit sous prétexte de complotisme. Si tu es contre le système, en fait, tu es un indésirable. Et moi, en parlant avec cet ami, je me suis dit la chose suivante. Moi, j'ai vraiment le sentiment, aussi pour avoir utilisé pas mal de tous ces services, j'ai le sentiment soit que c'est déjà là, soit que ce serait possible techniquement. C'est-à-dire, si vous n'utilisez pas forcément là aussi de proxy tournant, de VPS, le réseau Tor ou quelque chose qui va rafraîchir votre navigateur toutes les 15 minutes, c'est-à-dire qu'il va changer, il faut pas seulement changer en fait, vous savez, comment ça s'appelle, il faut changer les strings régulièrement. C'est-à-dire, en gros, c'est des identifiants qui disent bah, vous êtes sur telle machine, vous êtes sur Chrome ou Firefox. En fait, il y a plein d'éléments dont se servent les plateformes qui utilisent des cookies ou non. Et je pense qu'il y a un profilage qui est fait globalement, mais vous en rendez pas du tout compte. Et si vous avez le malheur, bah, comme la plupart des gens, de ne pas fausser ces données, c'est-à-dire, bah oui, tous les jours, vous utilisez le même navigateur Internet, les mêmes logiciels et tout, eh bien, moi, je suis sûr qu'ils peuvent déjà savoir qui vous êtes. Et c'est vous aussi qui postez du contenu méchant, pas beau, complotiste et qui dénoncez le système par ailleurs. Et je suis persuadé qu'ils peuvent déjà se dire « Ah, mais un tel, il essaye de vendre des trucs, ses services sur tel site ou machin. » On va demander à shadowbanner aussi ses activités commerciales pour qu'ils puissent être de plus en plus dans le besoin ou dans... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr, en fait, comme toutes ces multinationales, maintenant on peut les compter sur les doigts de la main et ils rachètent tous les plus petits, on va arriver à un point où on est peut-être déjà
où ils vont nous dire non, non, mais attends, tu pourras plus consulter tes messages si tu mets pas ton information biométrique là avec ton pouce. Mais à partir du moment où tu mets ton empreinte digitale, je veux dire, c'est bon, c'est fini. Tu auras une identité numérique et on saura exactement ce que monsieur ou madame machin fait, sur quel site il va, qu'est-ce qu'il achète. Il y aura un fichier centralisé où on mettra les transactions bancaires, les déplacements de la personne, etc. Et oulala, si tu es un méchant complotiste qui remet le système en cause, les affaires vont pas être bonnes pour toi. Hein. Tu vas plus pouvoir vendre ta musique, tu vas plus pouvoir vendre des trucs sur eBay, sur Le Bon Coin, tu vas plus pouvoir vendre tes services sur telle plateforme. Ah non, c'est fini mon grand. Hein. On a vraiment cette impression-là avec mon pote, je sais pas ce que vous en pensez, et je pense très sincèrement que là, concrètement, il va falloir agir en class action, ou des mains courantes, je sais pas si c'est la même chose, agir à plusieurs, avec des avocats. Et si on dit tous merde à ces multinationales, dans notre quotidien, à chaque fois, voulez-vous accepter les cookies? Non, refusez, refusez. Vous voyez, c'est la même chose pour tout en fait. Non, mais ça, j'accepte pas. Là, tout à l'heure, je me suis désinscrit de Spotify, c'était mon choix à moi. C'est fini, je ne reviendrai plus, je ne leur paierai plus un centime. J'irai chez un concurrent. Voilà, si on fait tous ces choses-là au quotidien, ça, c'est la meilleure politique qui soit. Évidemment, c'est pas le fait de voter qui change quoi que ce soit. C'est vraiment la manière dont vous consommez, ça c'est sûr. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.